Quand on demande aux Français quelles sont les inventions qui ont le plus changé leur vie, il y a les antibiotiques qui arrivent en tête, il y a ensuite l'objet que vous êtes en train de regarder actuellement, c'est-à-dire la télévision, et puis il y a l'ordinateur personnel. Aujourd'hui, une famille sur deux en est équipée. Alors a priori, l'histoire de l'ordinateur, ça peut faire un peu peur, mais ce que vous allez découvrir maintenant est tout simplement incroyable. C'est l'histoire d'un jeune hippie californien qui voulait devenir le maître du monde. Il s'appelle Steve Jobs. Il est à la fois le père du Macintosh et le père de l'iPod, le baladeur musical. Derrière tous ces produits, vous allez découvrir qu'il y a un monde très cruel où tous les coups sont permis. Voici l'histoire du patron le plus rock'n'roll de la planète, une enquête signée Lauren Klein. Vous avez sûrement déjà vu ces silhouettes, omniprésentes à San Francisco comme dans toutes les grandes villes du monde. Elles assurent la promo d'un objet devenu culte. Un petit baladeur numérique, pas plus grand qu'un paquet de cigarettes, il révolutionne la manière d'écouter de la musique. Et en 4 ans, il a déjà conquis plus de 15 millions d'adeptes. Excusez-moi, vous le trouvez comment votre baladeur? C'est facile, j'ai toute ma musique dessus, je peux l'emmener partout. C'est génial, c'est la meilleure invention jamais faite. Je l'adore. Ce baladeur est un vrai phénomène culturel et derrière, il y a une multinationale. Apple, ordinateur au design original, une marque qui déchaîne la passion, des fidèles, irréductibles. La moindre ouverture d'un de ces magasins tourne à l'émeute. Que ce soit à Tokyo, Londres ou ici à San Francisco, les mêmes scènes d'hystérie collective. Des milliers de fidèles qui rêvent d'y croiser leur gourou, le patron vénéré, Steve Jobs, ici à droite de l'écran. Adulé par ses fans, tel une star de rock, un phénomène d'une ampleur inégalée pour un chef d'entreprise, qui n'hésite pas à se mettre en scène dans des shows mégalomanes. Regardez-moi ça, je peux pivoter l'écran du bout des doigts. Steve Jobs se voit comme l'un des plus grands leaders culturels ou politiques de notre temps. Selon lui, il n'y a que quelques grands hommes dans l'histoire, Shakespeare, Newton, très peu. Et il se voit comme l'un d'eux. Et le reste de l'humanité, ce sont des fourmis, sans valeur et sans intérêt. Steve Jobs, c'est l'histoire d'une incroyable réussite, celle d'un homme qui voulait dominer le monde grâce à l'informatique. C'est au nord de San Francisco, au cœur d'une petite vallée californienne parsemée de champs de pommiers, que débute en 1955 la vie de Steve Jobs. Il grandit à Cupertino, un quartier résidentiel, dans ce petit pavillon de banlieue. Ses parents sont de conditions modestes, ce qui n'empêche pas le jeune Steve de s'imaginer un grand destin. Il n'avait pas d'argent, vivait chez ses parents. Mais il avait quand même la conviction qu'il allait changer le monde. Et pour changer le monde, il a une idée, ce sera l'informatique. Il faut dire que sa région natale est le berceau de ce secteur, alors en plein essor. À seulement quelques kilomètres du pavillon des Jobs, des dizaines de sociétés informatiques se sont implantées dans ce qu'on appellera plus tard la Silicon Valley. Comme de nombreux adolescents de son quartier, Steve se passionne pour l'électronique. Mais pour changer le monde, ça paraît plutôt mal parti. C'était un amateur, un bricoleur du dimanche dans l'électronique, mais il n'était pas vraiment doué. Il est dépourvu de talent en la matière, mais une rencontre va changer le cours des choses. Il se lie d'amitié avec un voisin de 5 ans son aîné, Steve Wozniak. Les deux copains partagent la même passion pour l'électronique, à une différence près, Wozniak, lui, s'avère nettement plus doué. Dans un quartier privilégié de Los Gatos, en Californie, nous avons retrouvé chez lui Steve Wozniak, le complice de l'époque, aujourd'hui âgé de 55 ans. Il se souvient que plus jeune, il passait tout son temps libre à bricoler. Yeah, good boy. Oh, there comes little Z. Z.
J'étais génial, vraiment génial. Pendant des années, j'ai trouvé des solutions dingues dans ma tête. C'est difficile à croire tout ce que j'ai fait, ou même d'expliquer comment je l'ai fait. En fait, j'ai essayé pendant des années de toujours me dépasser, et ce sans jamais lire le moindre bouquin. Ces prouesses du passé, Steve Wozniak n'en revient toujours pas lui-même. Il faut dire qu'il y a de quoi. C'était un génie, très précoce. À 3 ans, il sait déjà lire. À 7 ans, il fabrique de ses mains sa propre radio. À 13 ans, l'électronique n'est déjà plus un secret pour lui. L'adolescent enchaîne les inventions. Sa plus étonnante, c'est la Blue Box, la boîte bleue, le premier téléphone qui permet de passer des coups de fil illimités sans jamais rien payer. Vous émettiez certaines tonalités particulières de votre téléphone et alors il vous connectait à n'importe quelle ligne téléphonique dans le monde et tout ça sans facture. Le procédé fonctionne parfaitement mais c'est illégal. Il ne peut donc rien en faire. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il va inventer la machine du futur. Voici son invention. Cette caisse en bois fabriquée avec les moyens du bord, c'est le premier ordinateur personnel de l'histoire. L'aspect est plutôt rustique et pourtant c'est révolutionnaire. Nous sommes alors en 1976 et à l'époque les ordinateurs ressemblent encore à ça. De grosses machines qui remplissent des salles entières, pas de clavier ni d'écran, on est bien loin de votre micro-ordinateur. Comparé à ces mastodontes, la petite machine de Steve Wozniak, spectaculaire. Mais il ne s'en rend pas compte. Il va falloir qu'il la présente à ses amis, et notamment à Steve Jobs, pour qu'il réalise la portée de son invention. Sur une table, j'ai installé un écran et mon nouveau prototype d'ordinateur pour impressionner mes amis. Tout le monde s'est installé autour, franchement bluffé qu'avec si peu de pièces, j'ai réussi à créer un ordinateur. Steve Jobs est bluffé. Pour lui, c'est même une révélation. Il n'a dès lors qu'une idée en tête, vendre cet ordinateur. Steve Wozniak se souvient que son jeune ami, qui n'a que 21 ans, se révèle particulièrement déterminé. Steve voulait vraiment le vendre. Moi, je n'y avais jamais pensé. Je lui ai répondu, et si on perd de l'argent? Steve m'a dit, ce n'est pas grave, on aura au moins créé notre boîte. Et il a tout de suite trouvé le nom d'Apple. Quel nom magique. Steve Jobs veut donc créer avec son ami une entreprise de micro-ordinateurs dont il a déjà le nom, Apple, pomme en anglais. Mais d'où lui vient cette étrange idée? Steve Jobs a été très marqué par le mouvement hippie qu'il a découvert à la fac quelques années plus tôt. Il adhère alors aux idéaux de cette génération qui rêve de changer le monde. Musique contestataire, drogue, Steve expérimente les voies alternatives à l'ordre établi. Un copain de cette époque, Dan Kotke, se souvient qu'ils passaient tout leur temps libre dans une ferme communautaire. Steve, ma copine et moi, et d'autres amis, on a passé beaucoup de temps dans cette ferme. C'était une ferme de pommiers et on récoltait des pommes. On était des végétariens radicaux à l'époque. On mangeait uniquement des pommes. Et voilà pourquoi, en référence à la contre-culture hippie, Steve Jobs choisit comme logo pour leur entreprise cette grosse pomme. Le petit morceau croqué à droite, c'est pour éviter qu'on ne la confonde avec une tomate. Le jeune patron hippie doit maintenant trouver des clients intéressés par cet ordinateur Apple I. Il part aussitôt des marchés et va très vite obtenir une première commande, 100 appareils au Byte Shop, un de ces tout premiers magasins spécialisés en informatique de la Silicon Valley. Ce jour-là, selon le biographe Owen Litzmeyer, Steve Jobs dévoile ses talents de vendeur hors pair. Son premier contrat est déjà un petit exploit. Imaginez un jeune hippie barbu avec un short, des sandales, qui espère récupérer des dizaines de milliers de dollars pour des ordinateurs pas encore construits sur un marché inexistant. À l'époque, il n'y avait pas de marché de micro-ordinateurs. Seulement ces deux mecs avec des rêves plein la tête dans un garage. Et quand Steve Jobs annonce à son associé qu'il vient de signer cette première commande de 100 ordinateurs, celui-ci n'en revient pas.
Quand Steve a décroché une commande pour 100 ordinateurs à $500 pièce, ça faisait $50 000 de commande. C'était le double de mon salaire annuel. Un chiffre énorme, un vrai choc financier.